Bonsoir à toutes et à tous, téléspectatrices, téléspectateurs et personnes qui êtes dans la salle. Merci à vous d'être présents. Ce soir, nous terminons un cycle et nous terminons une saison qui était consacrée aux matériaux archéologiques, à la question de leur conservation, de leur restauration, aux dernières innovations technologiques qui permettent d'entrer au cœur de la matière et de donner de nouvelles informations aux archéologues. Donc, pour ce faire, nous recevons Soline Morinière, qui est une collègue du musée. Soline, dont la thèse va paraître très prochainement, une thèse qui a été soutenue en 2018 à Bordeaux-Montaigne, à l'université Bordeaux-Montaigne, qui portait sur la genèse et le rôle des collections de tirages en plâtre formées pour l'enseignement de l'archéologie et de l'histoire de l'art dans les universités françaises. Cette thèse a reçu le prix de thèse du musée d'Orsay 2021, je tenais à le signaler. Et donc Soline est au MAN depuis 2018 en tant que responsable des fonds d'archives privés. Et depuis 2023, elle est chargée également des collections de reproduction par moulage et galvanoplastie. Voilà, donc sans plus attendre, je laisse la parole à Soline et nous nous retrouvons juste après. Merci beaucoup Benoît pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous ici présents ou qui nous suivez à distance. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous parler d'un pan méconnu de l'histoire du musée et de ses collections. Méconnu non pas parce qu'il n'a jamais été étudié, hein, loin de là, mais parce qu'il est aujourd'hui peu visible dans les salles du musée. C'est un patrimoine qui a été relégué en réserve dans la seconde moitié du XXe siècle et qui connaît depuis quelques années un regain d'intérêt. J'espère qu'à l'issue de cette présentation, vous mesurez tout l'intérêt de ces collections et la richesse de leur histoire. Cette conférence étant inscrite dans la programmation de la saison 2024-2025 sur les matériaux, j'ai choisi pour cela d'axer mon propos sur les collections de plâtre et spécialement sur celles qui datent du XIXe siècle à nos jours. La présentation sera divisée en 3 temps. Une première partie historique, retraçant les étapes marquantes de l'histoire des collections et de la production de moulage au MAN et les acteurs principaux. Une deuxième partie sur le processus technique de mise en œuvre et les matériaux utilisés. Une dernière partie sur le bilan et les enjeux actuels de ces collections. Il y a un souci dans la police du diaporama. J'espère que ça ne posera pas de soucis par la suite. Alors, ici, il est question de la place du moulage dans un musée tel que le musée d'archéologie nationale. Et j'ai sciemment inversé en disant musée national d'archéologie, parce qu'il y a vraiment un enjeu dans ce sens. La place du moulage dans ce musée, en fait, remonte dès la création de cette institution par donc le 8 mars 1862 par volonté impériale, par décret impérial. Ce musée qui est d'abord nommé musée gallo-romain, ensuite renommé musée des antiquités nationales, aujourd'hui musée d'archéologie nationale. Le projet de musée est très lié à la commission de topographie des Gaules, créée par Napoléon III 5 ans auparavant, en 1858. Commission qui est chargée de dresser un état des connaissances archéologiques à travers un dictionnaire, des cartes et de faire un état de la connaissance. Cette commission s'appuie sur tout un réseau à la fois de membres et de correspondants et donne l'impulsion de nouvelles fouilles, en particulier sur les lieux des sièges de l'armée romaine qui intéressent beaucoup l'empereur qui est en train de rédiger une histoire de Jules César. Donc voici le dictionnaire, les cartes, les formulaires envoyés par les correspondants et l'histoire de Jules César qui paraît en 2 tomes. Le musée gallo-romain est la vitrine des travaux de la CTG. On retrouve les membres de la CTG dans le personnel scientifique du musée, en tout cas en la personne d'Alexandre Bertrand et de Gabriel de Mortillet à partir de 1867, et parmi les membres de la commission consultative liée à la création du musée. La création du musée et les travaux de la CTG vont avoir une incidence sur la pratique du moulage et la constitution des collections du musée. Pourquoi donc? D'une part parce que Arcis de Caumont, qui est à l'époque président de la Société française d'archéologie, écrit à l'empereur dès la fin de l'année 1861, au moment où le projet de création du musée est en germe, en faisant part de ses craintes
alors, à la fois de son enthousiasme pour le projet, il félicite l'empereur pour son initiative, mais également de ses craintes de voir par ce projet dépouiller les musées de province et dépouiller les villes de province de manière générale de ce qu'elles ont, de leur richesse archéologique. Il suggère alors que la pratique du moulage soit au cœur de la stratégie d'acquisition du musée. Et c'est ainsi que l'empereur, par son cabinet, lui répond en lui disant qu'effectivement, il ira en ce sens. Les collections du musée de Saint-Germain réuniront au moyen du moulage tous les monuments français et étrangers dignes d'y figurer. En parallèle, Jean-Baptiste Auguste Verschère de Réfy, officier d'ordonnance de Napoléon III et directeur de l'atelier d'études d'artillerie de l'empereur à Meudon, présente à l'empereur le projet idoine. C'est-à-dire que dès octobre 1864, peu après la création du musée, après un voyage fait à Mayence l'année précédente, il rend compte à l'empereur du modèle allemand de la Société archéologique de Mayence qui avait su créer dans cette ville, avec des ressources minimes, une collection considérée comme une des plus complètes et des plus riches, simplement par voie d'échange et de moulage. Il veut faire du musée de Saint-Germain le centre de la science archéologique du monde, rien de moins. Ça devient un peu problématique. Peut-être qu'on peut changer pour le PDF. Je ne sais pas si... Oui. J'ai le droit. Donc, je repasse rapidement ce qu'on a vu. Voilà, c'est quand même mieux ainsi. Donc, la commission consultative du musée, dont Verschère de Réfy fait partie et qui rassemble notamment Alexandre Bertrand, membre de la Société des antiquaires de France, directeur de la revue archéologique, également Adrien de Lomperrier, membre de l'Institut et conservateur des antiques au musée du Louvre, Félicien de Saulcy, sénateur et membre de l'Institut, et tout ce beau monde sous la présidence du comte de Nieuwerkerk, sénateur et surintendant des Beaux-Arts. La commission confirme dans la séance du 1er avril 1865 la place du moulage, des moulages, aux côtés des originaux et propose d'adjoindre au musée un atelier de moulage qui serait en capacité de faire des échanges avec d'autres musées ou de vendre des tirages en plâtre, le produit des ventes permettant le fonctionnement de l'atelier et la réalisation de fouilles archéologiques au profit du musée. Le projet de règlement affirme que le but du musée est de centraliser par voie d'acquisition, d'échange ou de reproduction, le terme est important, les découvertes archéologiques. La difficulté qui se pose à ce moment-là est la technicité d'une opération de moulage, de prise d'empreinte d'un objet archéologique potentiellement fragile. Par le matériau, le fer, la faune, le bois, ou par sa complexité. Si les mouleurs sont nombreux dans la capitale à cette époque, aucun n'est préparé à ce type d'exercice et le risque d'endommagement des objets est grand. Sous l'impulsion de Verschère de Réfy et sous le patronage de l'empereur, est créé un atelier de moulage spécialisé dans la reproduction d'objets archéologiques à Paris, au 47 rue de Sèvres, et dirigé par un sculpteur-mouleur du nom d'Abelmaître. Abelmaître est un élève du sculpteur animalier Barye, qui fut aussi, au milieu du XIXe siècle, directeur de l'atelier de moulage du Louvre. Abelmaître travailla pour l'atelier de moulage du Louvre comme mouleur gagiste, c'est-à-dire temporairement pour des travaux exceptionnels nécessitant une main-d'œuvre plus importante, puis s'établit au début des années 1860 comme mouleur indépendant à Paris. Au Louvre, par exemple, il reproduit des sculptures antiques et modernes, donc des sculptures de pierre de grand format. Dès 1861, Abelmaître commence son apprentissage dans la reproduction d'objets archéologiques. Il accompagne Ludwig Lindenschmidt, directeur du musée de Mayence, et son mouleur Philippe Roth dans la campagne de moulage autorisée par Napoléon III dans les musées parisiens. Il poursuit sa formation à Mayence en 1863 dans un voyage où il accompagne Verschère de Réfy et apprend alors à prendre l'empreinte d'objets complexes, fragiles et à peindre les tirages de manière illusionniste. À l'œil nu, il est difficile de distinguer l'original de sa copie. Ce procédé va faire la renommée des ateliers du musée de Saint-Germain, mais nous n'en sommes pas encore là. Dans son atelier parisien, Abelmaître est très proche des travaux de la CTG et du nouveau musée gallo-romain, pour le compte desquels il réalise un certain nombre d'opérations. Voici par exemple la collection d'armes d'Alice Sainte-Reine,
qu'Abel Maître réalise pour le musée gallo-romain et qu'il vend également à ceux qui lui en font la demande, pour la somme totale de 350 francs. Alors, je n'ai pas réussi à trouver l'équivalent des francs des années 1860 en euros aujourd'hui. Si vous avez l'info, je suis preneuse. J'avais retrouvé la valeur autour de 1900, on était à l'équivalent de 160 000 euros. Oui, mais pas de cette période aussi vieille. Moi, j'ai trouvé à partir de 1901, mais pas aussi... 1864. Ah ben, je serai preneuse de l'information. Je continue néanmoins. Donc cet atelier, par sa proximité avec le musée, est rattaché dès 1866 au musée gallo-romain. L'atelier est déménagé en avril, mais c'est véritablement en novembre 1866 que Abel Maître est officiellement intégré au personnel du musée. L'atelier vit une période florissante, sur laquelle nous reviendrons par la suite. Je détaillerai un peu plus le fonctionnement de l'atelier. Petite incise néanmoins fondamentale, je ne vais vous parler ce soir que de la production des moulages, mais les ateliers du musée d'archéologie nationale étaient bien plus vastes et recouvraient une envergure d'action beaucoup plus importante que la pratique du moulage. Il y avait à la fois un atelier de restauration, un atelier de galvanoplastie, un atelier de menuiserie et de serrurerie. Son personnel était mobilisé pour la régie des collections, le transport, la manutention, le classement, le soclage et la présentation des objets, la confection de certaines vitrines. Il pouvait aussi être mobilisé pour la réalisation de dessins, de maquettes et pour faire des fouilles sur le terrain. Il fallait savoir être polyvalent. Abel Maître reste 30 ans au service du musée et au milieu des années 1890, la difficulté est grande pour le directeur du musée de l'époque, Alexandre Bertrand, et son adjoint, Salomon Reynac, pour trouver le successeur à cet homme exceptionnel et formé auprès des meilleurs. Il trouve en la personne de Benoît Côte-Champion, après plus d'1 an de recherche, un successeur idéal, je ne sais pas, mais en tout cas compétent dans la plupart des missions qui sont celles du chef de l'atelier. Formé à l'école des Beaux-Arts de Dijon puis de Paris, élève de Falguière et collaborateur du prix de Rome Denis Puech, Benoît Côte-Champion intègre l'équipe du musée de Saint-Germain en janvier 1897. Il maîtrise le moulage, la galvanoplastie, le modelage, le dessin, la serrurerie, l'ébénisterie, c'est-à-dire une grande partie des activités de l'atelier. Il restera lui aussi attaché au musée très longtemps, près de 50 ans, même après sa retraite. Cette image me permet aussi d'évoquer le personnel de l'atelier. On parle souvent de ces deux chefs emblématiques, mais derrière eux se cache un personnel qui a souvent varié. Il y a 4 mouleurs en 1866, ils ne sont plus que 3 en 1900, réduits à 2 en 1934 et plus qu'un seul en 1939. Le personnel s'appauvrit. Maître et Champion attachent une attention particulière à l'exigence du métier de mouleur et forment eux-mêmes les mouleurs à l'art de la reproduction des objets archéologiques et à la patine des épreuves. L'excellence de ce travail n'est malheureusement pas valorisée par l'administration et le recrutement s'avère parfois difficile. Si Abel Maître était plutôt sculpteur animalier à l'origine, ce dont attestent les œuvres qu'il a pu présenter dans différents concours et différents salons, Champion est plutôt un portraitiste, ce dont lui sera utile pour immortaliser les archéologues de renom, tels qu'Édouard Piette, Joseph Deschlette, Alexandre Bertrand, l'abbé Breuil, dont les bustes ornent aujourd'hui le musée. Peu de temps après l'arrivée de Champion, les ateliers qui étaient alors situés au rez-de-chaussée du château, dans les espaces actuels occupés par la salle d'exposition temporaire, déménagent dans une villa située à proximité, une parcelle rutière, de l'autre côté de la rue, dans un bâtiment construit spécialement pour cet usage. Vous avez ici les plans du rez-de-chaussée avec les différentes sections des ateliers du musée et puis au sous-sol, là qui est réservé à la collection de moules qui s'y trouve encore aujourd'hui. Ce fut jusqu'en 2023 le lieu de production des moulages au musée. J'évoquerai peu la seconde partie du XXe siècle et le XXIe siècle car il y a tant à dire sur les premiers temps de l'atelier qui sont fondamentaux pour comprendre aujourd'hui la teneur de nos collections. Cependant, sachez que la tradition du moulage a connu après Champion, qui décède en 1952, un arrêt temporaire, faute de personnel, puis un renouveau
dans les années 1970, avec l'arrivée d'Annie Corbeletto notamment, et plusieurs mouleurs qui se sont succédés, le dernier en date étant Philippe Cartreau, parti à la retraite en décembre 2023. À cette date, la production s'est arrêtée, après plus de 150 ans de tradition. J'aimerais maintenant vous présenter un peu le fonctionnement de l'atelier de moulage du musée, qui avait une double mission, à la fois enrichir les collections du musée et diffuser les collections. Ce graphique permet de mesurer l'intensité de la production avec un pic, comme vous le voyez, pendant les 10 premières années du musée, entre 1867 et 1876, avec près de 1600 moules qui datent de cette période. Dans les 20 années qui suivent, qui sont celles où Abel Maître était chef de l'atelier, on a encore environ 500 moules qui sont créés, donc l'activité ralentit, les collections étant déjà conséquentes, et puis les salles en cours d'installation. Sous la période de Champion, donc pour une durée d'à peu près 50 ans, près de 900 moules sont conservés. Je dis bien sont conservés parce que l'on sait qu'il y a eu des moules à creux perdus qui n'ont pas été conservés. Et puis, on observe un regain d'intensité, comme je vous le disais, dans les années 70-80. Et puis, une production continue, minime mais continue, jusqu'en 2023. Le moulage était essentiel dans la politique d'acquisition du musée. C'est en effet indispensable, nous l'avons vu avec la réclame d'Arcis de Caumont, et nous le comprenons aisément en imaginant qu'à cette époque, une dispersion des vestiges archéologiques, il y avait une dispersion importante des vestiges archéologiques entre collectionneurs privés et musées municipaux. Ne pouvant centraliser les objets originaux, le musée devait recourir au moulage, soit en faisant appel à des mouleurs locaux, jugés aptes au travail. On a parlé de la technicité de ces opérations, la qualité du résultat étant jugée sévèrement, soit en mobilisant l'atelier du musée de deux manières. La première, c'est la programmation de missions de campagnes de moulage dans les musées français et étrangers ou chez les collectionneurs. Et on observe pendant toute cette partie de l'histoire de l'atelier de la fin du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle, une itinérance importante des équipes. Vous avez ici un diagramme et une cartographie de ces missions. Les missions qui ont été effectuées par Abel Maître avant son rattachement au Musée d'archéologie nationale, les missions qu'il a pu effectuer entre 1866 et 1896, et puis les missions connues pour l'atelier à partir de 1897 et la période de Benoît-Claude Champion. Parmi les missions les plus emblématiques, citons la prise d'empreinte des dalles gravées du cairn de Gavrinis en 1866 et qui inspira à Abel Maître une étude originale sur la signification des gravures. Également, le moulage de l'Arc de Triomphe d'Orange réalisé par Abel Maître en 1868. Ces deux campagnes permettaient de placer au niveau des yeux du public et dans des conditions d'éclairage adéquates des œuvres peu lisibles en raison soit de leur hauteur, soit de leur environnement obscur. Avec la dégradation des monuments originaux, à cause du climat ou de la pollution, ces tirages en plâtre sont aujourd'hui d'un intérêt fondamental. À la suite, signalons une importante campagne de moulage faite à Arles en 1900-1901, récemment réétudiée dans le cadre d'un master. Cette campagne était destinée à alimenter le nouveau musée chrétien en cours de formation dans la chapelle du château et à compléter les collections d'antiques. Vous avez ici quelques vues des sarcophages reproduits et ici le buste d'Auguste moulé à cette période. Enfin, dernière campagne que j'évoquerai, celle des hypogées de la Marne en 1932 par Benoît-Claude Champion, récemment également réétudiée, qui fera l'objet d'un article dans le prochain numéro d'Antiquité nationale, étudié en partenariat avec Claire Bonnefoy du musée d'Épernay. Campagne de moulage dont le Man conserve encore les moules et une série de tirages en plâtre malheureusement non visibles. Mais je vous invite à visiter la collection du musée d'Épernay qui présente du coup magnifiquement une série de tirages en plâtre produites par notre atelier. L'atelier ne s'est pas seulement déplacé sur des sites, mais aussi dans des musées en France, à Rouen, Besançon, Orléans, Toulouse, Narbonne et à l'étranger, Suisse, Italie. Vous verrez par exemple dans l'exposition Les Maîtres du Feu, la reproduction en plâtre peint d'un mort de cheval trouvé à Moringen et qui se trouve à l'époque dans la collection Grosse. L'atelier tire aussi avantage des expositions universelles qui prennent place dans la capitale.
et qui capte pour un temps défini les richesses du pays et de l'étranger, et au milieu d'elles, des objets archéologiques insignes dont l'apparition à l'exposition universelle de 1867 se confirme lors des expositions suivantes. Philibert Bonne, premier attaché de conservation au musée gallo-romain, exprimait dès 1863 l'intérêt des expositions archéologiques pour rendre visibles les collections particulières du pays et profiter de ces occasions pour obtenir l'autorisation de mouler ces objets. L'histoire de l'atelier est marquée par ces événements, soit parce qu'il obtient à la suite des moulages qui étaient exposés, ou l'autorisation de mouler des objets originaux avant leur retour auprès de leurs propriétaires. Parmi ces enrichissements, signalons l'emblématique trésor de Petroassa, découvert en 1837, exposé à l'exposition universelle de 1867 dans la section roumaine de la Galerie de l'Histoire du Travail, puis revenant à Paris au moment de l'exposition universelle de 1900 pour une présentation au musée du Louvre. C'est à ce moment-là que l'atelier de Saint-Germain est autorisé à mouler les différents éléments et à en reproduire des galvanoplasties. L'autre possibilité de l'atelier est de mouler ici, à Saint-Germain, dans l'atelier, des objets prêtés par leurs propriétaires à cette fin. Les originaux et souvent une ou plusieurs épreuves en plâtre étaient renvoyés aux propriétaires, tandis qu'un autre tirage en plâtre intégrait les collections du musée. La notoriété de l'atelier pour les opérations de moulage, mais aussi pour la restauration des objets archéologiques, en fait un acteur incontournable pour les opérations de restauration délicates et par extension de moulage. Deux exemples ici marquants parmi tant d'autres, le Lébès de Sainte-Colombe-sur-Seine, qui est restauré au Mans en 1882-1883 à l'instigation d'Édouard Flouest, magistrat féru d'archéologie, qui voyait l'objet se dégrader à la mairie de Châtillon-sur-Seine. Le Mans conserve un tirage en plâtre peint qui montre un état historique, l'œuvre ayant fait l'objet d'une seconde restauration au XXe siècle qui a changé son aspect, en particulier la courbe du Lébès. La flûte de Pan d'Alice Saint-Traine, autre exemple qui va bientôt faire l'objet d'une publication monographique, découverte en juin 1906 dans un puits à Alice Saint-Traine, elle est immédiatement transférée au Mans pour restauration, notamment pour stopper la dégradation du bois qui s'était conservé car il était resté en milieu humide. L'objet est restauré par Champion, stabilisé, puis moulé. L'original est renvoyé à Alise et un tirage en plâtre peint intégré aux collections du musée. L'autre versant de la production de l'atelier est à destination de l'extérieur. La diffusion était secondaire, mais néanmoins présente et essentielle dès la création de l'atelier. En cela que les bénéfices des ventes favorisées permettaient le fonctionnement de l'atelier et l'achat de matériaux et de matériel, tandis que la production de moulage favorisait également la possibilité de faire des échanges et d'enrichir par ce biais les collections. Nos connaissances s'améliorent de jour en jour sur cette facette de la production de l'atelier pour laquelle nous manquons cruellement de données, les registres de vente n'étant pas conservés. En résumé, sur cette première partie, j'ai pu vous montrer que la pratique du moulage était une tradition qui remontait aux origines du musée, qu'il y avait une double mission pour l'atelier du musée, à la fois enrichir et diffuser les collections, une itinérance importante de l'atelier, et ainsi que des personnalités marquantes qui étaient à la fois, qui étaient en grande partie des artistes dans l'art de mouler. Pour en savoir plus, je vous conseille l'ouvrage de Clotilde Proust, ancienne chef de l'atelier de restauration du musée, qui a dédié sa thèse et un ouvrage paru aux éditions Hermann sur l'archéologie à l'atelier, à la fois sur les questions de restauration et de moulage. Je vais passer à ma deuxième partie sur la technique de moulage, ou plutôt sur les techniques de moulage. Le pluriel est ici important car plusieurs procédés techniques se sont succédés au fil du temps. La collection de creux, ou de moules, conservée par le musée, témoigne et met en évidence les procédés techniques employés, et par là l'évolution du savoir-faire et la concomitance de différents procédés utilisés. Cette collection fait actuellement l'objet d'un récollement. Les données présentées ici en statistiques sont donc incomplètes. Néanmoins, elles transcrivent bien les tendances générales de cette collection. Avec une majorité écrasante de moules en plâtre, et souvent moules à pièces en plâtre, utilisés dès l'origine de l'atelier et au moins jusqu'aux années 1980,
Une portion de moule à gélatine dans une chape de plâtre, utilisée dès le début des années 1870. La gélatine se conservant mal, une partie de ces moules ont été réutilisés avec du silicone. Suivent ensuite les moules en silicone dans une chape de plâtre, avec l'utilisation de différents élastomères qui prennent ensuite le relais. Et puis une petite portion, vous avez ici 1%, de moules à galvanoplastie dans chape de plâtre. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, je vous invite à aller dans la salle de la maquette. Il y en a un qui est exposé, qui est une technique de moulage développée par Champion pour permettre la reproduction indéfinie d'épreuves d'objets d'art paléolithiques trop fragiles pour supporter plusieurs prises d'empreintes. Tous ces moules sont des moules à bon creux, car ils permettent l'édition de plusieurs épreuves. En général, une épreuve type était gardée par l'atelier, qu'on appelait modèle, et qui permettait la réalisation de nouveaux moules sans faire de nouvelles prises d'empreintes sur les objets originaux. Ces données oublient cependant une autre catégorie de moules, dit à creux perdu, j'en parlais tout à l'heure, notamment par le procédé de moulage par estampage à la terre. Vous avez ici quelques photos d'une opération récente. Petite incise à ce stade pour évoquer le matériau plâtre, constitutif pour tout ou partie des moules et qui est souvent le matériau utilisé par les tirages avant l'apparition des résines. Le plâtre est produit à partir de gypse. Alors j'en ai apporté des exemplaires, vous pourrez les faire circuler, je vais vous les descendre tout à l'heure. Gypse qui est extrait soit de carrières comme celle-ci, carrière à ciel ouvert ou carrière souterraine. Le gypse est ensuite broyé et déshydraté, opération qui le fait blanchir. Il est transformé ainsi en plâtre que l'on délaye ensuite avec de l'eau. Cette opération de mélange du plâtre et de l'eau s'appelle le gâchage. Cette opération est très délicate, elle nécessite en fait une attention particulière puisque le plâtre ne doit être ni trop clair, c'est-à-dire avec trop d'eau, puisque si c'est le cas, il se coagule avec lenteur et ne sera pas assez solide, ni être trop serré, c'est-à-dire n'avoir pas assez d'eau, car alors il se durcit trop vite. Une autre des étapes indispensables à la fabrication du moule et l'observation attentive de l'objet à reproduire. On dit que le mouleur raisonne son moule en fonction de la complexité de l'objet et des parties qu'il pourrait être difficile d'atteindre. Il détermine ainsi le nombre de pièces, leur forme et leur nature et de ce fait à quels endroits se trouveront les coutures, c'est-à-dire la jointure des différentes pièces du moule. Je vais vous faire passer les matériaux. Vous pourrez ainsi faire circuler pendant la présentation. Donc, le gypse dans la boîte et le plâtre du coup dans le bocal. Alors, à quoi ça ressemble concrètement? Voici un exemple de moule à pièces en plâtre. Donc, les pièces retenues par des ficelles et des petits éléments de bois. Plus l'objet est complexe, plus le nombre de pièces est important. Celles-ci sont généralement maintenues, comme je disais, par des ficelles et des éléments en bois, mais pas toujours. Je vous invite à aller voir le moule qui est actuellement exposé dans la rotonde pour l'objet du mois et vous verrez un moule d'une complexité assez importante. Par exemple, voici en attendant quelques vues de détail pour des objets radicalement différents. Vous voyez qu'on peut mouler toutes sortes de choses. Remarquez le nombre de pièces composant le moule reproduisant une statuette d'Hélios découverte à Sainte-Colombe-les-Viennes et faisant partie de la collection d'un amateur de Genève. Alors, ce schéma simplifié que j'ai découvert très récemment au musée L à Louvain-la-Neuve et que je trouve assez clair dans les étapes de production de la fabrication d'un moule à pièces en plâtre, permet de bien expliquer le processus. Je ne vais pas m'étendre là-dessus puisque je vais vous présenter plutôt la fabrication d'un moule en silicone. Mais remarquez toutefois la présence à divers stades de la production de l'application d'un agent démoulant qui peut être de l'eau savonneuse, de l'huile grasse, de la vaseline selon l'objet et le matériau. Et chaque pièce créée, en fait, l'une après l'autre, l'est aussi en fait, et enduite de cet agent démoulant pour éviter l'adhésion des différents éléments en plâtre qui composent le moule. Le moule à gélatine, puis en silicone dans une chape de plâtre. Vous en avez ici quelques exemples.
Donc ici, en fait, ce qui nous est nous conservé, la gélatine s'est très mal conservée, donc a très souvent disparu et a été remplacée. En fait, on a coulé à la place du silicone qui, lui, se conserve plus ou moins bien. On a du silicone qui date des années 1970-1980, qui est aujourd'hui tout poisseux. La zone du moule qui porte l'empreinte de l'objet, qui est cette zone en silicone, est celle qui vieillit le plus mal, en raison de la composition chimique des matériaux. Il est difficile, sans démonstration, de montrer concrètement la fabrication d'un moule et la réalisation d'un tirage. Heureusement, notre dernier mouleur au musée avait eu l'excellente idée de faire un reportage photo pour la fabrication d'un moule qu'il avait réalisé il y a quelques années pour reproduire une œuvre importante du musée, Le Faon à l'oiseau de Bédéiac, donc site du département de l'Ariège. L'objet original étant particulièrement fragile, le moule a été réalisé à partir d'une impression 3D. Donc voici les étapes. La première partie est la préparation du moule. Donc remarquez le soin apporté aux matériaux ici de l'argile pour commencer à créer le moule. Autour de l'objet, le mouleur va raisonner le moule, c'est-à-dire qu'il va déjà en déterminer la forme et les contours. Voici ce que ça représente une fois la forme souhaitée du moule découpée. Ensuite vient la fabrication du moule, première partie, c'est-à-dire l'un des côtés que l'on va réaliser en plâtre. Donc, on ajoute de la terre pour recouvrir progressivement l'objet. On fait une partie centrale qui va être celle qui sera en élastomère. Et puis, on ajoute des éléments sur la partie du moule qui vont être le système de tenons et de mortaise en quelque sorte, de creux et contre-creux qui va permettre de maintenir le moule fermé. Puis on coule du plâtre liquide et on attend que ça sèche. On obtient ceci, c'est-à-dire une partie du moule en plâtre, l'autre partie est encore en argile, et puis la zone centrale qui du coup est encore en argile. On procède de la même manière pour le second côté. Donc on recouvre de nouveau l'objet d'argile, on refait une cloison autour de la première partie que l'on vient de mouler, on coule de nouveau du plâtre, et puis on obtient du coup les deux côtés extérieurs du moule. Vient ensuite, donc deuxième photo en bas à gauche, la préparation de la partie intérieure du moule, où on retravaille l'argile qui entoure directement l'objet, en créant là aussi un système de creux et contre-creux qui permettront d'accrocher les deux parties qui seront en élastomère. Et on les enduit de vaseline, agent démoulant qui permettra de bien séparer les choses. Jusque-là, tout est clair aussi ? Parfait. Donc, passons à la partie intérieure du moule. Vous aviez vu dans la fabrication de cette deuxième partie, contrairement à la première, l'ajout de, on va appeler ça des cheminées, sur la partie interne du moule. Ces éléments vont permettre de créer des trous dans cette partie de la coque du moule pour pouvoir couler l'élastomère qui prendra place au milieu du moule. Donc, on crée autour de ces deux trous, pareil, un rempart d'argile, on coule l'élastomère et puis on démoule un côté tout d'abord. On refait la même chose pour avoir le deuxième côté. Et vous avez ici votre moule extérieur et intérieur finalisé. C'est tout bon ? Une fois le moule réalisé, passons du coup à la production du tirage, qu'on appelle aussi épreuve. Pour un moule comme celui-ci, l'application se fait par l'intérieur. Le mouleur doit en même temps intégrer, appliquer, alors ça peut être du plâtre, ici c'est de la résine en l'occurrence, intégrer le matériau des deux côtés du moule pour éviter qu'un côté ne sèche avant que l'autre ne soit fait. D'abord avec une fine
couche pour bien adhérer à tous les contours de l'objet, puis en remplissant progressivement l'intérieur de l'objet. L'objet ouvert, comme vous voyez, a en quelque sorte bavé sur tous les contours des deux parties intérieures du moule. Donc ça donne quelque chose qui ressemble à ça, en bas à droite. Qu'il faut ensuite, ce qu'on appelle ébarber, couper tous ces éléments qui sont en surplus, c'est-à-dire enlever ce surplus de résine, qui n'a pas lieu d'être, et à raser, en tout cas polir les coutures, la jointure des deux pièces du moule. Et voilà notre tirage réalisé. La dernière étape, on pourrait s'arrêter là, en vrai. On a plein de tirages en plâtre ou en résine qui restent bruts. Ici, en l'occurrence, le stade suivant, qui a été un stade qui a été abondamment fait par l'atelier. Comme je vous le disais, cet atelier était aussi connu pour des peintures illusionnistes dont il paraît les reproductions. La dernière étape est celle de la peinture. Le travail de moulage et de peinture nécessitant des compétences différentes, ce sont des opérations qui sont parfois faites par des personnes distinctes. Ici, au Musée d'Archéologie nationale, nos techniciens étaient formés aux deux et donc assuraient la chaîne d'un bout à l'autre de sa confection. La succession de ces étapes justifie l'existence dans le fond de l'atelier, que nous conservons, de plusieurs épreuves d'un même objet, en l'occurrence ici les reproductions d'un objet paléolithique découvert sur le site de Logiribas et provenant de la collection Masséna à Brive-la-Gaillarde. Donc, ces différentes épreuves peuvent être à différents stades de fabrication: brut à la sortie du moule, blanc aux coutures à raser, peint à différents niveaux de couches picturales, et voyez également, particularité à droite, un déroulé de l'objet permettant de mieux voir les gravures. Je poursuis avec cette idée, qui est aussi une spécialité de notre atelier. C'est une innovation mise en œuvre pour faciliter l'étude et la publication des objets. Donc la question du déroulé. La première occurrence que nous ayons date de 1874 dans un article d'Alexandre Bertrand consacré aux rennes gravées sur un fragment de bois de renne découvert à Taingen en Suisse, à proximité de Schaffhouse. Cet objet, découvert au début de cette même année, est moulé et Abel Maître, le chef d'atelier à l'époque, en produit ce qu'on appelle un moulage développé obtenu à l'aide de la gélatine. Champion s'en attribue ensuite l'invention et généralise son usage à la demande de Salomon Reinach. Il développe également un procédé de galvanoplastie, c'est ce que vous aviez en haut à droite, un procédé de galvanoplastie avec aplatissement et traitement d'argenture des gravures pour les rehausser et les rendre plus visibles. Ce procédé de développement en déroulé des objets, très utilisé pour les objets gravés paléolithiques, est aussi employé pour d'autres matériaux et matières et pour d'autres périodes, notamment pour des sauts-cylindres proche-orientaux, pour des scènes figurées de vases, par exemple pour ce déroulé que vous avez en bas à droite d'un gobelet de Vaffiot, ou pour ce vase d'Herstal, dont l'original est conservé au musée de Bruxelles et dont le musée ici avait bénéficié du don d'un tirage en plâtre qui a été surmoulé par notre atelier, surmoulé pour produire des reproductions tridimensionnelles que vous voyez de manière partielle en partie gauche, mais aussi pour produire des déroulés de la scène de la panse du vase et de sa anse. Je consacre enfin, en relation avec l'objet du mois de juin actuellement présenté, une partie de cette présentation au sujet de l'expérimentation mise en œuvre par l'atelier, alors sujet que je vais à peine effleurer. Je veux montrer par là en fait, que l'atelier du Musée d'Archéologie nationale n'est pas seulement un atelier de reproduction d'objets en fait, pour réaliser des copies exactes des objets existants, mais aussi a mis en œuvre des processus intellectuels
expérimentaux visant à redonner un sens à la lecture d'objets lacunaires pour lesquels il était possible, avec plus ou moins de certitude, d'en restituer l'aspect d'ensemble. Je vais vous montrer 3 exemples que vous avez ici à l'écran. Le premier, le vase de Craigville, conservé au musée de Berne en Suisse, découvert en 1851 en 1000 fragments, complètement écrasé et dont seule l'applique que vous avez, donc, dont vous avez le dessin, dont seule l'applique était conservée avec quelques bouts des anses du haut de la panse du vase. À partir du tirage en plâtre peint que le Musée d'archéologie nationale a acquis auprès de l'atelier de Mayence, l'atelier du Man a restitué le vase dans son entièreté. Pour Alexandre Bertrand, qui le publie en 1875 dans la Revue archéologique, seul reste hypothétique la largeur de la base, le reste des proportions étant vraiment été calculées de manière scientifique, en tout cas rigoureuse. Cette reconstitution est exposée au Congrès de géographie en 1875, est présentée dans le dictionnaire archéologique de la Gaule publié par la Commission de topographie des Gaules et est diffusée dans les publications et les séries de clichés pédagogiques à destination des scolaires. Autre exemple intéressant, l'hôtel de Cernunnos de Reims. Le Man en possède une copie datant de 1878, exécutée non pas par lui, mais par un estampage effectué par un sculpteur rémois. Le Man va par contre produire plusieurs exemplaires de cet hôtel, donc surmouler et produire plusieurs exemplaires, et surtout restituer les cornes de la divinité centrale, dont le raccord à l'entablement était visible. Voyez sur cette photographie ancienne du tirage exposé dans les collections du Man, la ramure restituée. Un dessin conservé dans nos fonds d'archives a permis de restituer la paternité de cette opération et de l'attribuer à Abel Maître, premier chef de l'atelier. Pour la petite histoire, ce tirage en plâtre fut d'une importance capitale après la Première Guerre mondiale, car l'hôtel original en fait, avait été à Reims vandalisé et la tête d'une des divinités latérales tranchée. Un surmoulage de cette tête a ainsi permis la restauration de l'hôtel original. Et je vous montre, sans m'étendre, le dernier exemple et vous invite à le découvrir plus en détail dans la rotonde du musée. Voici la reconstitution par Champion de la Dame de Brassampouille à partir de 2 fragments de figurines en ivoire de la collection Piette, découvertes sur le site de la grotte du Pape à Brassampouille. Lors du classement de la collection, qui est fait par Champion, celui-ci avait remarqué que la structuration et le sens de l'ivoire étaient similaires sur les 2 fragments et imagina qu'ils pouvaient provenir d'une seule et même statuette dont il recomposa l'aspect d'ensemble à l'aide de cire et ensuite qu'il moula pour en tirer des épreuves. Si cette proposition fut rapidement jugée fantaisiste et connue peu de postérité, elle n'en est pas moins un témoignage original et précieux, la matérialisation en 3 dimensions d'une idée. Pour résumer sur cette partie technique, nous avons dans cet atelier une diversité de procédés techniques qui est encore visible aujourd'hui dans la collection de creux que nous conservons. L'atelier a été à l'origine d'inventions et d'amélioration, mais aussi d'expérimentation et de restitution qu'il est aujourd'hui très intéressant d'étudier. Pour plus de détails, et en tout cas ou pour une vision synthétique, voilà, je vous invite à aller voir la vitrine qui avait été réalisée en 2017 dans la salle de la maquette à l'occasion des 150 ans du musée et qui vous montre des moules et des tirages et fait un rappel de ces différents procédés techniques. Enfin, dernière partie, ça va, j'ai encore le temps, je pensais être plus longue. Donc dernière partie un peu conclusive, consacrée à l'intérêt scientifique des collections de reproduction conservées au musée. Ces collections, je parle au pluriel, on pourrait même dire fonds et collections, sont constituées de différents ensembles que je vais vous présenter et qui va vous permettre un peu, en quelque sorte, de faire un rappel de ce que je vous ai dit depuis le début. Nous avons un ensemble assez important composé d'environ 16 000 objets
le compte n'est pas encore connu à ce jour, qui sont les reproductions présentées dans le musée, soit produites par l'atelier, soit achetées auprès de mouleurs extérieurs. Elles ont, en tout cas dans les yeux et dans l'esprit du personnel de l'époque, le même statut que les objets originaux et sont portés sur les mêmes registres dans un numéro d'ordre qui leur est continu. Le deuxième ensemble que l'on a du mal à définir au niveau du périmètre est la série, l'ensemble de modèles de l'atelier. On arrive à les identifier comme vous le voyez ici quand le mot modèle est marqué dessus. C'est plus difficile de les localiser au milieu d'un ensemble de tirages beaucoup plus grand qui constitue le fond de l'atelier, ce qu'on a appelé le fond d'atelier, mais qu'on pourrait dire stock de l'atelier, qui est un grenier rempli d'épreuves en plâtre, peints ou non peints, qui était destiné à la vente, aux échanges ou aux dons. Et enfin, la riche collection de moules de l'atelier, de près de 6000 items, composés de toute la diversité des moules que j'ai pu vous présenter auparavant. En guise de conclusion, j'aimerais évoquer l'évolution des usages et de l'intérêt autour de ces collections. Nous avons des objectifs qui étaient présents à l'origine de la production de ces pièces et qui sont encore très vifs aujourd'hui. C'est-à-dire, d'un côté, rassembler dans un même lieu des copies d'objets dispersés pour comparaison, notamment ces 3 casques que vous voyez en bas à droite provenant de Bernières d'Ailly, actuellement présentés dans les vitrines des salles d'exposition permanentes de l'âge du bronze depuis hier. Et pour près d'1 an, vous aurez l'occasion de les voir, dont les originaux sont conservés au musée de Rouen et de Falaise. Autre intérêt, obtenir pour étude ou pour complétion des collections une copie d'un original que l'on ne pouvait acquérir. Très vite, certaines reproductions ont acquis ce qu'on a appelé une valeur d'original, quand les objets reproduits ont disparu. C'est le cas de nombreux objets anciennement localisés dans des collections particulières qui aujourd'hui ne sont plus, on ne sait plus ce qu'ils sont devenus, ne sont plus localisés, ou bien des objets dont on sait qu'ils ont été détruits, soit à cause des guerres, des bombardements, mais aussi à cause du matériau précieux qui a pu être fondu pour être réutilisé. C'est le cas de l'anneau sigillaire de Childéric que vous avez au milieu. Donc là, c'est une galvanoplastie, pas un tirage en plâtre, mais nous avions un tirage en plâtre également, dont l'original qui était conservé au cabinet des médailles à la Bibliothèque nationale de France a été volé et fondu. Ou bien ces 2 torques et ces 2 bracelets de Vieux-Bourg-Quintin, dont les originaux, donc Vieux-Bourg-Quintin dans les Côtes d'Armor, dont les originaux ont également été fondus après avoir été moulés et diffusés. Ces torques et ces bracelets ont été également installés hier dans les vitrines de l'âge du bronze des salles d'exposition permanentes. Et donc vous pouvez également aller les voir. Vous avez du coup, et c'est assez intéressant de les montrer sur la même image, en partie gauche, torques et bracelets qui sont des tirages en plâtre peints en doré, et à droite, des reproductions en galvanoplastie. On voit très vite la différence de matériaux. Au cours du XXe siècle, le moulage a pu acquérir un autre intérêt et a permis de révolutionner les méthodes de l'archéologie. Dès la fin du XIXe siècle, Édouard Flouest demandait pour les fouilles de Magny-Lambert en Côte d'Or l'aide d'Abel Maître pour mouler de manière quasi immédiate des objets en fer avant leur désintégration fatale par le changement d'environnement. Avec André Leroy-Gourhan, le moule devient une étape essentielle de la fouille, enfin le moulage devient une étape essentielle de la fouille pour conserver la mémoire d'un état archéologique du sol, on parle vraiment d'enregistrement du sol, en cours de fouille. André Leroy-Gourhan l'utilise de manière systématique sur le site de Pincevent dès 1864. Un foyer de Pincevent était présenté dans la galerie paléolithique jusqu'à sa fermeture au musée d'archéologie nationale. Il le sera normalement toujours dans la nouvelle galerie qui est prévue après restauration. En attendant, si vous avez l'occasion de visiter le musée de site de Pincevent, vous y verrez de nombreux exemples, dont une reproduction de très grande ampleur qui a été inscrite au titre des monuments historiques en 2019.
Quand on étudie ces collections de reproduction par moulage et galvanoplastie, on est frappé par l'intérêt historique, scientifique, technique et artistique de l'ensemble de ces objets. Ils témoignent aujourd'hui de l'histoire des méthodes du passé et du présent, présentent des états historiques disparus, permettent de garder en mémoire un état qui ne sera plus. C'est le cas du moulage. Donc, deuxième image en partant de la gauche de la figurine d'Apollon de Saint-Pourçain-sur-Bèbre, acquisition du Musée d'archéologie nationale, dérestaurée en 2014, car les parties qui le composaient n'appartenaient pas toutes à la même statuette d'origine, et dont un moulage a été fait avant des restaurations pour garder témoignage de la vision qu'en avait le collectionneur précédent. Et puis, du coup, des expériences de reconstitution plus ou moins certifiées, plus ou moins suivies, mais qui témoignent d'état de la pensée. Enfin, ces collections sont tout autant que les autres collections du MAN sollicitées pour des prêts et des dépôts, par exemple pour des objets de la collection Piette qui sont attachés à la salle Piette et ne peuvent en sortir, comme cette Vénus de Grimaldi, donc à droite, qui sera prêtée l'an prochain à Athènes. Sur ce, je vous remercie de votre attention. J'aurais pu parler beaucoup plus, mais je laisse la place aux échanges et aux questions, et je reste à votre disposition. Merci Soline pour cet exposé très complet, très pédagogique. Et on en apprend tous les jours. D'ailleurs, il y a pas mal de personnel du MAN dans la salle ce soir qui certainement venaient grappiller quelques informations comme moi-même pour pouvoir ensuite les diffuser à notre niveau chacun. Est-ce qu'il y a des questions pour Soline ? Ça a été clair comme de l'eau de roche. Alors, dans le micro, s'il vous plaît, pour les internautes. Oui, ouais, moi, l'objet que je préfère dans le musée, c'est la Vénus de Bras-en-Puy. On peut l'acheter? Non, mais les reproductions, pas en plâtre, juste une question. Oui, il y a des moulages, enfin des tirages en résine aujourd'hui, édités par l'atelier de moulage de la Réunion des musées nationaux, alors Grand Palais Réunion des musées nationaux aujourd'hui, qui sont vendus à la boutique du musée. Mais vous aurez que la tête. Hein. Oui, mais... Voilà. Mais oui, c'est possible. L'atelier de la RMN produit certains tirages d'objets emblématiques de nos collections. Non, à la boutique du musée, vous en avez. Il y a une vitrine avec quelques reproductions. Deux questions. Quand on a vu des moulages de vases, où ça aurait pu être pareil pour un crâne, comment fait-on pour l'intérieur de cet équipement, de cet appareil, enfin, je ne sais pas comment on emploie, où l'intérieur du crâne, c'est intéressant de voir les circonvolutions qui sont incrustées dans l'os. Et pareil pour le vase, comment fait-on pour que l'extérieur du vase et l'intérieur coïncident bien? Est-ce qu'il y a deux moulages, un pour l'extérieur sans doute, mais pour l'intérieur, comment ça se passe? La deuxième question, c'est que pour faire un moulage, on pose le produit un peu liquide sur l'œuvre que l'on veut reproduire. Et qu'est-ce que l'on met sur l'original pour éviter qu'il se colle, pour qu'il se détache, que le moule se détache facilement de l'original? Alors, je vais répondre aux deux questions. Je vais commencer par la deuxième, qui est la plus facile. J'en ai un peu parlé dans la présentation. Effectivement, cette question de l'adhérence des composants du moule à l'objet est une préoccupation constante des mouleurs. Dans les manuels de mouleurs de l'époque, on attache une attention particulière. Et on utilise en fait des substances dont on va en fait enduire l'objet à reproduire. C'est ce qu'on appelle un agent démoulant, qui peuvent être de divers ordres selon le matériau, parce qu'il y a des matériaux par exemple plus ou moins poreux. Donc dans certains cas, on va utiliser de l'eau savonneuse, dans d'autres cas, on va utiliser de l'huile grasse, dans d'autres cas, on va utiliser de la vaseline. Enfin, voilà. Il y a différents composants qui sont possibles pour protéger l'objet original, enfin, en tout cas l'objet à reproduire. Ça, c'est la première réponse. La deuxième question est très intéressante, en effet, mais il y a différents cas de figure. Par exemple, pour les vases dont vous parlez,
Le moulage, en général, s'attache à l'extérieur du vase. L'intérieur, finalement, ne sera pas reproduit tel quel. C'est-à-dire, au moment du coulage de l'épreuve, en fait, faire un coulage qui est creux. Par contre, l'aspect de surface de l'intérieur ne correspondra pas à l'objet original, puisque finalement peu visible et pas si intéressant que ça. Pour les crânes, pour d'autres objets comme les crânes, effectivement, là, il y a une attention particulière qui est apportée aux parties creuses et à l'intérieur. Donc, différents cas de figure selon la technique utilisée. C'est beaucoup plus facile depuis qu'on utilise des matières telles que la gélatine et le silicone, parce que ce sont des matières qui sont liquides et qui peuvent se glisser dans les anfractuosités et qui ensuite peuvent facilement en fait, être récupérées, comme elles sont très molles. À l'époque des moulages complètement au plâtre, en fait, c'est ce qu'on appelait le raisonnement du moule par le mouleur. Et donc, on confectionnait finalement, la procédure était inverse par rapport à celle que je vous ai présentée. On fabriquait d'abord les éléments de l'intérieur du moule avant de fabriquer la chape qui l'entourait. Et donc, on créait en premier les pièces qui allaient pouvoir en fait, atteindre les anfractuosités. C'est-à-dire ce qu'on appelle souvent les parties en contre-dépouille. Je ne sais pas si je suis très claire. Sans démonstration, c'est difficile, mais voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui. On parlait d'acheter des reproductions. Est-ce que dès l'époque de Abel Maître, de Champion, il y avait aussi éventuellement une visée mercantile de vendre aux visiteurs du musée des reproductions, ou c'est quelque chose qui est venu après? Alors, les documents d'archives conservés, expriment le vœu que l'atelier n'ait pas de fonction commerciale affirmée. Il est là d'abord pour enrichir les collections du musée. Mais néanmoins, cette diffusion vers l'extérieur est d'un côté souhaitée par les savants, donc réclamée en quelque sorte, pas forcément par les visiteurs du musée, hein. Il n'y avait pas de boutique à l'intérieur du musée, mais plutôt par des correspondants, voilà, des gens que ça pouvait intéresser. Mais l'atelier, en fait, dans cette production à l'extérieur, favorisait plutôt la voie des échanges plutôt que la vente directe. Néanmoins, dans certains cas, par exemple, quand il n'y avait aucune contrepartie à recevoir en échange et que la personne souhaitait véritablement des tirages, oui, ça nous arrivait de vendre. Jusqu'en 1895, le produit des ventes allait directement dans le budget du musée. Et en 1895, avec la création de la Caisse des musées nationaux, l'atelier n'était plus autorisé à vendre en propre, mais du coup, le produit des ventes était mutualisé, voilà, était versé dans un pot commun et pouvait ensuite être redéployé pour des acquisitions d'objets, des collections. Et d'ailleurs, à ce titre-là, il y a certains moments où la demande de vente est tellement forte de la part des demandeurs, hein, des clients, que l'atelier met le holà et dit non, nous ne serons pas en mesure de pouvoir réaliser tout ce qu'on nous demande, puisque en plus, le nombre de mouleurs était réduit. Vous avez évoqué le fait qu'il était plus compliqué de trouver des informations justement sur les ventes de l'atelier, parce qu'on n'avait pas conservé les registres. Quel type d'archives, quel type de sources on pourrait imaginer chercher ou solliciter pour combler cette lacune? On a eu un excellent mémoire de M2 l'an dernier, justement sur cette question-là, de la production pour diffusion de l'atelier, et qui est parti de différents types de sources. Pour la question des échanges, le musée conserve un registre des échanges qui du coup permet de retracer tout ce qu'on a pu envoyer de tirages en plâtre, qui n'étaient pas des tirages inscrits sur nos registres d'entrée des collections. Ensuite, c'est par le biais du fonds d'administration générale et de la correspondance ancienne du musée que l'on peut avoir trace des demandes et de la fourniture des tirages en retour. Donc c'est principalement en fait, en dépouillant
notre énorme fonds de correspondance ancienne de plus de 8000 dossiers, que l'on aura une vision, qu'on pourra rétablir en tout cas une vision, je ne pense pas complète, mais en tout cas importante sur la production de l'atelier. Mais le travail est long. Et puis dans les fonds aussi, aux archives des musées, dans les fonds des archives nationales qui conservent les archives des musées nationaux, c'est-à-dire de notre tutelle, il y a aussi un certain nombre de demandes qui sont conservées. Donc tout ça mis bout à bout permet d'arriver à un résultat satisfaisant. Voilà, merci beaucoup Soline Morinière à nouveau pour cette conférence et ces réponses, elles aussi très riches. Nous vous donnons rendez-vous à partir du 13 juin pour la nouvelle exposition qui va concerner donc l'âge du bronze en France, les maîtres du feu, ouverte au public donc à partir de vendredi 13 juin, c'est-à-dire pendant les Journées européennes de l'archéologie. Donc ce sera l'occasion d'allier le plaisir au plaisir. Et puis la prochaine conférence aura lieu, donc ce sera la conférence inaugurale de Claude Mordant, le mercredi 18 juin à 18h30. Voilà, pour cette saison nouvelle de l'âge du bronze 2025-2026. Merci à tous de votre présence, in situ et devant vos écrans. Au revoir.